Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur un sujet psychologique que je voulais aborder depuis un certain moment. J'essaie de multiplier comme ça les sujets un peu type psychologique, on va dire, pour essayer de vous amener à des pistes de réflexion sur votre trouble, pour vous guider dans votre introspection, parce que je trouve personnellement que c'est essentiel dans la guérison des troubles alimentaires, et pourtant, on n'aborde pas assez, voire pas du tout ces sujets-là, en règle générale. Enfin, moi, à l'époque, déjà, il n'existait pas beaucoup de contenu sur le sujet, mais alors encore moins sur tous ces sujets-là, alors qu'ils sont, je trouve, pour beaucoup, presque tout le monde même, vraiment central dans la guérison. Et comme j'ai créé No Rain No Flower pour apporter ce que j'aurais aimé avoir à l'époque où j'ai été malade, j'en parle dans ce podcast. Bref, c'est un sujet que je voulais aborder depuis un moment parce que la peur de grandir, elle a été au cœur de ma guérison, de la guérison de mon trouble alimentaire. Et si tu as lu mon roman autobiographique L'anorexie, mon bouclier mortel, tu as pu quand même lire des choses sur le sujet, parce que j'en parle dans mon livre, mais je voudrais vraiment en parler en profondeur dans cet épisode. Je vais commencer par parler de la peur de grandir sous l'angle neuroscientifique. J'essaye de plus en plus aussi d'intégrer les neurosciences dans mes contenus parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut expliquer par la neuroscience. Je trouve ça personnellement passionnant. Et j'ai l'impression que les faits scientifiques et les preuves tangibles, ça rassure. Dites-moi si c'est votre cas aussi. Mais moi, ça me rassurait et donc j'aime bien utiliser du coup ces explications scientifiques. Donc, la première explication de la peur de grandir sous un angle plutôt neuroscientifique, c'est que pas grandir, c'est un mécanisme de survie en fait. Chez une personne qui a un trouble alimentaire, le cerveau il est souvent dans un état d'alerte constant. C'est-à-dire que les circuits qui sont liés à la survie, ils sont activés et grandir, que ce soit physiquement, émotionnellement, socialement, bref, évoluer, c'est perçu comme un danger pour le cerveau. Pourquoi ? Parce que grandir, c'est prendre sa place, c'est davantage être vu, c'est davantage être responsable. Or, le cerveau qui est en état d'alerte, il peut associer ça à une perte de sécurité ou à un risque de rejet, de surcharge émotionnelle ou de souffrance. Donc, le cerveau, il va activer cette peur de grandir parce que pour lui, c'est un mécanisme de survie. Une autre explication neuroscientifique, c'est l'immaturité émotionnelle. Donc il y a des recherches en neuropsychologie qui ont démontré que certaines personnes avec un trouble alimentaire présentent une maturation émotionnelle qui est ralentie. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elles manquent de maturité parce que personnellement, je trouve que les personnes qui ont des troubles alimentaires sont souvent très matures, notamment pour leur âge. Il y a des personnes très jeunes qui présentent déjà une très grande maturité sur la vie, mais une maturation émotionnelle ralentie, ça veut plutôt dire que ces personnes, elles vont avoir des difficultés à réguler leurs émotions, à tolérer l'incertitude. Moi, c'était vraiment mon cas quand j'étais malade, plus. Aujourd'hui, j'ai encore du mal avec l'incertitude, mais quand j'étais malade, c'était vraiment à des niveaux très, très élevés. Et c'est des personnes aussi qui peuvent avoir du mal à se projeter dans l'avenir, ou alors elles vont le faire, mais en essayant de tout contrôler, en ayant peur, en essayant de vraiment anticiper toutes les dimensions de leur vie. Donc du coup, la maladie, elle devient une régression protectrice, comme un retour à l'enfance qui évite les enjeux de l'âge adulte. Donc les enjeux de l'âge adulte, il y en a plein, c'est l'autonomie, les responsabilités, la sexualité aussi. Une troisième explication neuroscientifique de la peur de grandir, c'est le conflit avec la puberté. Chez beaucoup de jeunes filles, mais aussi parfois des garçons, l'entrée dans la puberté, c'est vraiment un déclencheur du trouble alimentaire. Parce que le corps se transforme, on a plus de poitrine, de hanches, on a les menstruations qui arrivent, on a la pilosité qui se développe, etc. Et tout ça, ça peut provoquer un sentiment de dégoût du corps. Donc le refus de s'alimenter, ça devient inconsciemment un moyen de stopper la croissance ou d'essayer de revenir à un corps prépubère, donc à un état perçu comme plus sûr pour la personne malade. Une quatrième explication neuroscientifique, et la dernière de ma partie, c'est l'anxiété développementale. Donc, c'est l'anxiété du développement, en gros, c'est-à-dire la peur profonde de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir affronter les étapes de la vie adulte. Tout ça, c'est un peu relié. Mais vraiment, moi, quand j'étais malade, j'avais vraiment cette
anxiété du développement, du coup, si on peut appeler ça comme ça. Cette anxiété du développement, ça fait que le cerveau anticipe les menaces, même quand elles sont pas réelles. Ce qui va bloquer, du coup, le fait de se développer, le fait de changer, le fait d'évoluer. Et comment ça s'explique d'un point de vue neuroscientifique? Eh bien, il y a des imageries qui ont démontré que l'amygdale, donc qui est le centre de la peur, il est souvent suractivé chez les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Mais je tiens à dire quand même quelque chose que j'ai compris avec le recul, c'est que souvent, les personnes qui ont des troubles alimentaires ont peur de ne pas savoir gérer une vie d'adulte, alors qu'elles sont beaucoup plus adultes que beaucoup d'adultes. Donc bref, toute cette partie sur la neuroscience, elle nous montre que la peur de grandir, elle peut être liée à une adaptation du cerveau, à un contexte perçu comme menaçant. Le trouble alimentaire, ça devient vraiment un outil inconscient de protection, parce que le cerveau, il vit ça comme quelque chose de dangereux. Je vous le dis souvent, un trouble alimentaire, ça n'arrive pas par hasard, il arrive souvent en réponse à quelque chose dans lequel on ne se sent pas en sécurité. Dans une deuxième partie, je vais plutôt vous parler maintenant des explications psychologiques et symboliques de cette peur de grandir. La première, c'est la peur psychologique de l'autonomie. Vous verrez que tout ce que j'aborde, c'est un peu lié. Mais du coup, grandir, ça veut dire quelque part être davantage autonome, indépendant. Et on voit l'adulte comme quelqu'un qui se débrouille seul. En réalité, c'est pas vrai, mais c'est une idée reçue qu'on projette, que projette la société, que projette même beaucoup d'adultes, et parfois même que nos parents ont projeté. Et quand on est une personne qui a des troubles alimentaires, souvent, on est très angoissé et on manque de confiance en soi. Donc, la personne qui a des troubles alimentaires, elle va être persuadée qu'elle ne sera pas capable de s'en sortir seule. Le trouble alimentaire devient donc un refuge dans un état de contrôle extrême où la personne malade n'a pas à affronter l'imprévisible de la vie adulte. En tout cas, elle croit que son trouble alimentaire lui permet ça. Mais le pire, c'est que souvent, encore une fois, la personne, elle a peur de ne pas être capable de gérer seule des choses, alors qu'en réalité, elle les gère déjà seule. Enfin, moi, je me rappelle qu'il y avait plein de choses dont j'avais très peur de ne pas savoir gérer, mais en réalité, je les gérais déjà seule, en fait. Donc, c'est vraiment une peur et pas une réalité, c'est vraiment une peur psychologique. Une deuxième explication plutôt symbolique, c'est le refus symbolique de quitter l'enfance. Chez certaines personnes, le trouble alimentaire traduit un attachement inconscient à l'enfance. Un moment de la vie où l'on était protégé, pris en charge en permanence. Et j'ai envie de dire, c'est même où on est censé être protégé, parce que tu peux être attaché à la vision idéalisée que tu as de l'enfance, même si concrètement, c'est pas ce que toi t'as vécu. Parce que peut-être que en réalité, toi, tu n'as pas été protégé, mais pourtant, tu restes quand même attaché à cette vision idéalisée de l'enfance. La prise de poids, ça peut être associé au fait de devenir une femme, un homme, et de surcroît, c'est associé à la perte d'innocence, à la sexualisation du corps, au changement du regard, etc., qui est porté sur vous. Donc se restreindre, ça va être vu inconsciemment, évidemment, comme un moyen de garder un corps d'enfant, donc maintenir une forme d'innocence et de non-responsabilité. Pour certains, inconsciemment évidemment, le fait d'être malade, ça va permettre de garder davantage l'attention de ses proches, de ses parents notamment. La personne, elle va rester dans les ailes de ses parents, elle se sent davantage protégée. Évidemment, encore une fois, c'est inconscient, ça dépend pas de la volonté de la personne malade, c'est pas un choix, c'est vraiment une réponse plutôt à une blessure profonde ou à un sentiment d'insécurité interne, qui n'est pas forcément concret, mais qui est ressenti. Et par rapport à ce refus symbolique de quitter l'enfance, je fais une petite aparté pour les personnes qui sont nées dans les années 90. Alors j'ai l'impression qu'il y a encore plus cette peur de quitter l'enfance pour les personnes qui sont nées dans les années 90. Ou alors, je suis biaisée parce que moi-même, je suis née dans les années 90, je suis née en 95, mais j'ai remarqué sur les réseaux sociaux qu'il y a un genre de mouvement de grosse nostalgie de l'enfance pour les personnes nées dans les années 90. Du coup, j'ai fait des recherches là-dessus, et en fait, apparemment, les personnes qui sont nées dans les années 90, donc qui ont une enfance, une adolescence dans les années 2000, elles sont particulièrement enclines à cette nostalgie collective, justement, parce que quand on est né dans les années 90, on est un peu né entre deux mondes. On a grandi sans Internet dans nos premières années, dans nos toutes premières années. On a connu les cassettes, les disques, les jeux dehors, etc. Et on a ensuite vécu l'arrivée du numérique. Donc on est les derniers à avoir connu l'avant et les premiers à avoir tout adopté. Donc ça crée un peu un attachement fort à cette double enfance. Et surtout, on a eu une enfance marquée par la pop culture partagée, comme Disney Channel, Harry Potter, les consoles de salon, les CD gravés, les séries cultes comme Friends. Et contrairement aux jeunes d'aujourd'hui, dont les contenus sont ultra personnalisés avec les algorithmes des réseaux sociaux qui s'adaptent à eux, qui vont leur proposer des choses hyper personnalisées, nous, la génération des années 90, on a des références communes à toute une génération. Et les années 90-2000 aussi sont souvent perçues comme des années de relative stabilité. Bon bref, c'est vraiment un gros aparté, désolée, mais moi j'ai vraiment toujours du mal à me dire que je ne serai plus enfant, que cette période de ma vie est terminée et que toutes ces choses que je faisais enfant sont finies.
Mais apparemment, je suis pas la seule. Alors, si t'es dans les années 90 et que tu ressens ça, ben on n'est pas seul. Mais si t'es pas dans les années 90 et que tu ressens quand même ça, dis-le moi, parce que ça m'intéressera de savoir si c'est quelque chose de généralisé ou si quand même c'est quelque chose de plus propre à ma génération. Bref, je reviens à notre sujet, qui est la peur de grandir, mais c'était quand même lié cet aparté. Une autre explication psychologique, ça va être que en fait, cette peur de grandir, c'est un mécanisme de protection, comme on a vu au tout début dans l'explication de neurosciences, mais là, face à un trauma. Chez beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires, il existe des événements traumatiques ou douloureux, des violences, du harcèlement, de l'humiliation, etc. Et un trauma, je le redis, mais c'est pas les autres qui déterminent si ça a été un traumatisme pour vous, c'est vous et votre cerveau. Si par exemple, c'est sur un événement qui s'est passé dans votre enfance, peut-être que votre cerveau d'adulte, lui, le voit pas comme un trauma, ou même peut-être que d'autres adultes, si vous leur racontez, ne le voient pas comme un trauma, mais pour un enfant, ça l'est. Et un trauma, c'est parfois un ressenti. C'est même pas sur un événement réel. Je m'explique, si en réalité vous avez jamais été agressé, mais que vous étiez dans un climat où l'agression était une menace constante, alors oui, c'était un traumatisme. Même si l'agression n'a pas eu lieu, vous aviez constamment peur d'être agressé. Donc vraiment, oui, c'est un traumatisme. La maladie, elle peut donc servir inconsciemment à geler le temps, à éviter la confrontation. Elle peut permettre de focaliser votre esprit sur la maladie plutôt que sur le traumatisme et donc permettre d'éviter de ressentir tous les désagréments causés par le traumatisme. Je ferai peut-être un épisode de podcast sur les traumatismes et les TCA, parce que je pense que c'est intéressant et que beaucoup voient les traumas comme des agressions sexuelles, mais en réalité, il existe de nombreux événements qui peuvent être considérés comme un traumatisme pour votre cerveau et pour votre corps. Une quatrième explication symbolique plutôt de la peur de grandir, c'est parce que certaines personnes, elles n'ont pas appris à exister autrement qu'en étant petites, entre guillemets, qu'en étant parfaites, gentilles, discrètes. Donc grandir, ça pourrait signifier prendre de la place, déranger, dire non, poser ses limites. Et pour quelqu'un à qui on n'a pas permis ça, bah, ça génère un conflit interne violent. C'est plus facile d'être malade, entre gros guillemets, hein, facile, que d'être soi. Encore une fois, c'est un processus inconscient. Je le précise parce que quand je dis c'est plus facile, en réalité, c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est pas une question de volonté, c'est bien une question de... c'est bien une réponse à une souffrance profonde. Ensuite, une cinquième explication à la peur de grandir, c'est une réaction face aux injonctions sociétales. Dans notre société, grandir, c'est associé à beaucoup de pression. Ça veut dire réussir, être performant, être séduisant, être indépendant. Et je dis dans notre société, mais parfois on a aussi grandi dans une famille où les adultes ne se montraient jamais vulnérables et où ils ont donné l'image d'un adulte fort, qui ne pleure pas, qui sait se débrouiller seul. Donc forcément, ça met une sacrée pression aux enfants de la famille. Dans ces contextes, le trouble alimentaire, ça devient un repli, une tentative de dire stop à toutes ces attentes tout en continuant à chercher une forme de maîtrise et de contrôle. Et donc, du coup, comme on parle de la famille, dans certaines familles, grandir est mal vu. On valorise plutôt les enfants sages, on rejette les crises d'ados, les ados qui s'opposent, alors que ça fait partie du développement de toute personne. Dans ce climat, la maladie, elle va donc devenir un moyen de rester le bon enfant, celui ou celle qu'on protège encore. La maladie, c'est une façon de ne pas prendre sa propre place. Donc voilà, toutes ces explications possibles de la peur de grandir montrent que le trouble alimentaire, c'est vraiment, encore une fois, un mécanisme de survie que le corps, le psychisme, le cerveau mettent en place en attendant qu'il soit possible de vivre autrement pour penser une blessure, un déséquilibre interne ou contextuel. Je vais maintenant vous parler des bénéfices secondaires du fait de ne pas grandir. Donc en gros, je vais vous parler des fonctions affectives et identitaires du trouble. S'il y a une peur de grandir, c'est que lorsqu'on a un trouble alimentaire, et pas que d'ailleurs, on voit souvent des avantages inconscients évidemment à ne pas grandir. Et parfois, le fait de prendre conscience de ces bénéfices secondaires, ça peut aider à voir la peur de grandir différemment. La première chose, la première fonction du trouble lorsqu'on ne grandit pas, lorsqu'on refuse de grandir, ça va être de prolonger l'enfance. Donc j'en ai parlé un peu avant, lorsque je dis que c'est un refus symbolique de quitter l'enfance. Quand on souffre de troubles alimentaires, et en particulier d'anorexie, il y a souvent ce désir inconscient de figer le temps, en quelque sorte. De rester dans un corps sans forme, d'enfant, de ne pas manger comme les adultes, avec appétit et plaisir, de se faire prendre en charge, surveiller, protéger, de rester fragile, entre guillemets. Ce sont des gestes qui miment l'enfance, en quelque sorte. La maladie, elle devient un moyen de refuser l'inéluctable, c'est-à-dire je ne veux pas devenir adulte, je veux encore qu'on s'occupe de moi, je ne suis pas prête à dire au revoir à l'enfance. Dit comme ça peut un peu déranger à entendre quand on est malade parce que je pense que certains vont voir ça comme tu le fais exprès, mais évidemment c'est pas du tout ce que je dis, c'est un processus inconscient et c'est pas par plaisir ni envie que tu veux prolonger ton enfance. Il y a souvent des peurs bien plus profondes derrière ce mécanisme. Je sais que c'est pas un choix,
Quand j'étais dans la maladie, si on m'avait dit ça, si on m'avait dit oui, ton trouble alimentaire, c'est peut-être un moyen de prolonger l'enfance, peut-être que tu as envie qu'on continue de te protéger, etc. Surtout surveiller, parce que j'avais quand même ce conflit de je voulais m'émanciper, je voulais plus que mes parents me surveillent, etc. Mais j'étais dans un entre-deux, justement. Et je pense que c'est vraiment ça, toute l'ambivalence, encore une fois, du trouble alimentaire et la difficulté de la guérison, c'est que souvent on est dans cet entre-deux de on veut prolonger l'enfance, mais en même temps, on veut que nos parents nous lâchent la grappe, mais en même temps, s'ils nous lâchent la grappe et qu'ils nous laissent trop d'indépendance, eh ben, on se dit que, enfin, il y a quelque chose qui nous manque. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment vécu ça comme ça. Et aujourd'hui, maintenant que j'en suis sortie, avec le recul, les thérapies que j'ai faites, etc., je peux dire que vraiment mon trouble alimentaire a été une façon de prolonger mon enfance, ou du moins de ne pas quitter totalement l'enfance, parce que j'avais encore des choses dans mon enfance qui n'étaient pas réglées et qui ne me permettaient pas de passer officiellement à l'âge adulte, en quelque sorte. Ensuite, le trouble alimentaire, ça peut être aussi un lien d'attachement détourné. Donc, dans certaines relations parents-enfants, surtout quand le lien il est très fort, voire fusionnel, le trouble alimentaire il peut fonctionner comme une tentative inconsciente de maintenir le lien à tout prix. La maladie, elle va devenir une façon de rester la petite fille ou le petit garçon fragile, vulnérable, dépendant, celle ou celui qu'on ne lâche pas, qu'on continue de protéger. Le fait d'être surveillé, soigné, ça crée un cadre où l'amour est exprimé, même si c'est par la maladie. Parfois, dans certaines familles, on n'exprime pas l'amour, on ne le démontre pas, sauf dans la maladie ou dans des contextes très graves. Ce lien peut être si central que grandir donne l'impression de trahir ou de perdre ses parents, de s'en éloigner émotionnellement, notamment de la mère. Je parle ici de la mère, enfin je fais un accent là-dessus parce que c'est très 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 souvent que je retrouve ce lien fusionnel. Je fais beaucoup d'appels individuels, des flower calls, enfin vraiment ce sujet-là, je pense qu'il revient quasiment tout le temps. Donc il y a vraiment un lien fusionnel avec la maman, souvent, ou parfois à l'inverse, très conflictuel, entre la maman et la personne malade. J'ai d'ailleurs prévu de faire un épisode de podcast sur le lien entre TCA et lien fusionnel avec la maman. Alors attention, les mamans qui m'écoutent, ce n'est pas un épisode pour blâmer les mamans. Mais je pense qu'il y a des choses à dire sur ce sujet. Encore une fois, ça va être des pistes de réflexion, des choses que je vais partager pour vous aider à cheminer dans votre chemin d'introspection. C'est pas une stratégie consciente, ce lien fusionnel, ce lien plutôt d'attachement détourné. C'est vraiment une dynamique affective qui fait de la maladie une sorte de langage relationnel pour dire je suis encore là, regarde-moi, aime-moi. Le trouble alimentaire, il agit comme un frein à la séparation en fait. Ça permet de rester dépendante, en difficulté pour ne jamais vraiment quitter le lien. Autrement dit, la personne malade se dit si je m'en sors, si je deviens autonome, qu'est-ce qui restera du lien avec mes parents, avec ma mère? Est-ce qu'on m'aimera encore si je n'ai plus besoin d'aide? Ça, c'est souvent quelque chose que les personnes qui ont des troubles alimentaires ont du mal à dire à voix haute et même à prendre conscience. Après, attention, je dis pas que c'est systématique pour toutes les personnes qui ont des troubles alimentaires, mais je l'ai déjà vu, et moi, en tout cas, avec le recul, maintenant que j'en suis sortie, c'est plus facile à dire une fois qu'on en est sorti, mais c'était une façon de dire ça aussi. C'était pas que ça, mais il y avait de ça aussi. Et au plus la maladie dure, au plus la personne malade, elle a inconsciemment associé l'amour à sa maladie, et elle a très peur de guérir, parce que guérir, ça voudrait dire mettre en danger cet amour, voire perdre ce lien avec sa mère ou ses parents. En tout cas, c'est ce que pense la personne qui est malade. Et d'ailleurs, si vous ressentez qu'il y a quelque chose à travailler du côté de votre relation à vos parents, je vous conseille le livre Vos parents ne sont plus vos parents. Moi, c'est un livre qui m'a vachement aidée, et en plus, il aborde plein de types de relations, plein de types de fonctionnement avec les parents. Et voilà, enfin vraiment, moi j'ai bien aimé. Je trouve qu'il m'a permis de semer des petites graines et des petites pistes de réflexion dans ma tête. Je voudrais faire une aparté, un focus particulier sur les bénéfices secondaires du trouble alimentaire comme refuge contre les responsabilités d'adultes. Parce que parfois, le trouble alimentaire, en tout cas moi, encore une fois, à l'époque, et peut-être que c'est comme ça pour certaines personnes, mon trouble alimentaire me donnait comme une excuse par rapport aux responsabilités d'adultes. Ça me permettait d'échapper aux responsabilités, parce que assumer ses responsabilités, ça veut dire croire en soi, ça veut dire se donner le droit d'imposer ses choix, de décider, d'accepter qu'on peut se tromper. Et pour une personne qui doute profondément d'elle-même, comme une personne qui a des troubles alimentaires, tout ça, c'est vraiment vertigineux. Quand l'estime de soi, elle est fragilisée, quand on ne se sent ni compétent, ni légitime, ni prête, et que les responsabilités nous paraissent insurmontables, parce qu'on veut les réussir parfaitement, en fait, c'est bien ça le problème, et en tout cas, toutes ces responsabilités d'adultes, elles font peur, elles réveillent la peur d'échouer, d'être jugé, de décevoir. Donc, le trouble alimentaire devient vraiment un refuge. Assumer des responsabilités, c'est penser qu'on est capable, qu'on sait faire des choix, qu'on sait se débrouiller seul. Mais quand on a grandi sans avoir confiance en soi,
sans même aussi avoir été encouragé à essayer, à rater, à apprendre, ces mots font peur. Être adulte, ça paraît trop difficile, trop grand, trop risqué, trop dangereux. Donc la maladie, évidemment, devient un abri. Quand on est malade, parfois on se dit inconsciemment qu'on ne peut pas vous en demander de trop. On reste dans une zone connue. On se dit que tant qu'on est malade, on peut se retirer du monde sans que ce soit forcément perçu comme une fuite. On peut dire je peux pas, je suis trop fatigué, je suis pas en état, et c'est vrai. Les autres en ont en quelque sorte la preuve. En fait, la maladie, elle donne quelque part des excuses qui sont acceptées car la personne est malade pour ne pas avoir à se confronter au monde adulte, à ses exigences et à l'inconfort de l'inconnu. Donc, évidemment, tout ça, c'est inconscient, hein. Je le précise parce que vraiment, c'est pas quelque chose de conscient, évidemment. Et face à ces peurs de ne pas savoir gérer ses responsabilités d'adulte, ben, le trouble, c'est un outil inconscient pour reprendre le contrôle. Je ne sais pas comment bien vivre, mais je vais au moins bien gérer ce que je mange, mon corps, mon poids. Si tout me paraît flou, au moins mes repas, eux, ils sont cadrés par des rituels. Si j'ai peur de l'échec, eh ben au moins je peux m'enfermer dans un terrain qui est connu, que je maîtrise, c'est-à-dire mon corps, mon poids, mon alimentation, mes repas, etc. Je juge pas, hein, parce que vraiment mon trouble alimentaire a été aussi pour moi cette façon d'échapper aux responsabilités d'adulte. Et d'ailleurs, je dis ça, c'est une piste. Ça veut pas dire qu'un trouble alimentaire est là pour échapper aux responsabilités d'adulte pour tout le monde. C'est vraiment une piste de réflexion. Mais tout ça, c'est un cercle vicieux parce que la réalité, c'est que cette stratégie inconsciente du trouble alimentaire comme un refuge, c'est en fait un abri qui finit par devenir une prison mentale. Plus le trouble y dure, plus il t'empêche de réaliser des expériences concrètes qui pourraient nourrir ta confiance en toi. Plus il renforce l'idée que tu ne sais rien faire, que tu ne t'en sortiras jamais, que tu es différente. Et plus il t'éloigne de la réalité. Tu prends pas part aux décisions, aux projets, aux échanges du quotidien. Et donc tu te retrouves dans une boucle de je me crois incapable, donc j'évite. Du coup, je progresse pas parce que je me confonde jamais. Et donc je me sens encore plus incapable, et donc j'évite. Enfin bref, t'es dans une boucle infernale. Ce cercle vicieux, ça alimente évidemment le sentiment d'être nul, ça alimente l'isolement et parfois une forme de honte parce que tu te dis en fait tout le monde avance sauf moi je suis à la traîne, j'ai gâché ma vie, je suis carrément en retard. Et du coup, tu te replies encore plus sur toi et la spirale continue, etc. En fait, l'une des clés, c'est de travailler sur le perfectionnisme. Vraiment. Parce que cette peur de grandir, elle est due en partie au fait que tu te mets une pression de dingue sur grandir parfaitement. Guérir, s'éloigner de cette peur de grandir, c'est oser faire des choses imparfaitement. C'est accepter que non, tu ne peux pas tout faire parfaitement dans ta vie. Guérir, ça ne veut pas dire réussir à vivre parfaitement dans les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Ça veut dire accepter de commencer petit, de faire de son mieux, même si c'est pas parfait, même si c'est pas fluide. L'objectif, c'est pas d'être une adulte irréprochable. L'objectif, c'est d'être une adulte bienveillante avec toi-même, qui se parle avec douceur quand elle apprend. Et l'objectif, surtout, c'est d'être un adulte épanoui, en fait. Je voudrais parler maintenant des autres formes de peur qui sont liées à la peur de grandir, autre que la peur de quitter l'enfance et d'échapper aux responsabilités d'adulte. Eh bien, grandir, premièrement, c'est perdre l'illusion du contrôle. Parce que quand on est enfant, on croit que les adultes savent, qu'ils ont des réponses, qu'ils gèrent. Puis en grandissant, on découvre une vérité qui fait assez peur, c'est que personne ne sait vraiment ce qu'il fait en fait. Adulte, on peut être trahi, on peut perdre un travail, on peut perdre un proche, on peut échouer sans le vouloir, on peut faire du mal alors qu'on avait une bonne intention. Et pour une personne angoissée, hypersensible ou qui est marquée par un traumatisme, cette incertitude, elle est insupportable. Le fait de savoir qu'on peut se tromper, qu'on va se tromper, parce que on ne peut pas réussir tout parfaitement, encore une fois, ça fait très peur. Donc quand on réalise que même les adultes n'ont pas le contrôle, on se sent perdu et on cherche à contrôler ce qu'on peut. Le trouble alimentaire donne l'illusion que tout est maîtrisé, mais grandir, au contraire, c'est accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Et ça, je sais que ça fait peur, mais c'est important de l'intégrer. Une deuxième chose, c'est que grandir, c'est devoir jouer un rôle social pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup, c'est enfiler un costume. Et ça, c'est en partie dû à la société qui met une grosse pression, et ce, même très jeune, hein, quand on nous demande à l'école de choisir très tôt ton orientation, on attend de toi en fait que tu définisses un métier, une fonction, une performance. Quand on devient adulte, on attend de toi que tu entres dans un moule. Et le moule, il a des cases bien définies. Avoir un CDI, un salaire stable, une carrière ascendante, trouver un partenaire, emménager, acheter, avoir des enfants, tout ça dans le bon ordre, hein. Et puis ensuite, être productif, organisé, sociable, poli, efficace, fiable. Je pense que c'est en train de changer parce que justement, on est quand même dans une ère où les choses évoluent, où on prend plus la parole, mais c'est encore quand même très ancré. Et même si ça évolue, moi je vois beaucoup ces trends de
j'ai 30 ans et voilà où j'en suis dans ma vie, alors que quand j'avais 20 ans, je pensais en être là dans ma vie. Donc ça se multiplie de plus en plus. Donc on prend conscience que à 30 ans, on ne doit pas avoir acheté une maison, fait un enfant, etc. Mais pour autant, ces personnes-là qui n'ont pas coché les cases attendues, eh ben, elles culpabilisent quand même beaucoup. Donc ça veut dire que c'est quand même très ancré encore. Mais on va casser un mythe, hein. La plupart des gens sont paumés. Même ceux qui ont des enfants, qui sont propriétaires, c'est pas parce qu'ils ont coché ces cases-là qu'ils ont mieux réussi dans la vie. Ça veut pas dire non plus qu'ils vont aller plus loin dans la vie. Ça veut pas dire qu'ils vont mieux réussir dans la vie. Ça veut pas dire qu'ils sont plus heureux. Ça, c'est très important. C'est vraiment que des costumes qu'on enfile. Ça ne reflète pas la stabilité interne de la personne. Et donc bref, pour revenir au trouble alimentaire, le trouble, ça peut devenir un refus de participer à tout ça en fait, une façon de dire je joue pas à ce jeu-là. Souvent on a l'impression que l'adulte doit cocher toutes les cases, mais en fait les cases c'est à toi de les définir. Il n'y a pas de ligne officielle à suivre, il n'y a pas un seul modèle d'adulte valable. Grandir c'est pas jouer un rôle qu'on t'a écrit à l'avance, c'est choisir tes propres règles, ton propre rythme, tes propres priorités, et elles sont pas les mêmes que d'autres personnes, que tes amis même, elles sont pas les mêmes non plus selon où t'en es dans ta vie. L'âge que tu as, le contexte qu'il y a, etc. Quelquefois, on a certaines priorités et puis un gros événement vient tout chambouler et nos priorités changent. Et c'est normal que tout ça, ça fasse peur parce que ça implique de dire non à certains scripts. Même ça fait peur parce qu'on a peur souvent de décevoir quand on a un trouble alimentaire, je pense. Enfin, globalement, quand on n'a pas confiance en soi. Mais c'est dans cette liberté-là que tu te rends compte vraiment. Une autre peur liée à la peur de grandir, c'est s'approprier un corps sexué. À l'adolescence, je l'ai dit tout à l'heure, le corps il va changer, il devient visible, plus attirant, plus apte à être jugé, on va dire. Et ça peut réveiller énormément de peur. La peur d'être regardé, la peur d'être désiré. Pour certains, ces transformations sont insupportables. Donc le trouble alimentaire, il va venir comme un moyen de figer le corps dans un état prépubère. Pas de règles, pas de forme, pas de désir, un corps d'enfant protégé de la sexualisation, du regard, du contact, etc. Bon, je dis ça, malheureusement, il y a des enfants pour qui subissent des violences sexuelles, donc en réalité, ça ne veut pas dire quand tu es enfant que tu es protégé de tout ça. Et d'ailleurs, dans de nombreux cas, ce rejet du corps sexué, c'est lié à une expérience de violence, justement, d'intrusion ou de peur du désir des autres. Quatrième peur, c'est que grandir, c'est devenir autonome affectivement. Donc la peur de grandir, ça peut être une façon d'éviter, enfin de vouloir éviter cette autonomie affective. Parce que pour certains, du coup, grandir, c'est devenir autonome affectivement. Ça veut dire pour eux savoir se rassurer soi-même, ne plus attendre qu'un autre comble ce vide, ne plus tout attendre de ses parents. Pour certains, grandir, ça signifie ne plus être consolé, ne plus être attendu, ne plus être aimé de façon inconditionnelle. La réalité, c'est qu'être adulte, ça ne veut pas dire qu'on doit tout porter seul. Même adulte, on peut trouver du soutien et du réconfort. On peut demander de l'aide, on peut partager cette vulnérabilité. Et il le faut d'ailleurs. C'est important d'oser se confier à des proches sans avoir peur d'être un poids, ni d'avoir peur de ce qu'ils vont penser. Quand on est sincère, transparent, quand on ose dire ce qui ne va pas, qu'on va pas bien, on ouvre souvent la porte à une humanité partagée. Souvent, les autres, ils vont se reconnaître et ils vont eux-mêmes s'autoriser à se livrer aussi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai accouché. Donc, c'était il y a 9 mois. J'ai été plongée dans une période très difficile, de profonde détresse. Et j'ai beaucoup communiqué, comme quand j'étais malade. Je communiquais beaucoup. Je pense que c'est une force chez moi. Donc, je vous conseille, même si je sais que c'est pas simple pour tout le monde. Mais pour reprendre l'exemple de mon postpartum, j'ai pu échanger avec beaucoup de mamans qui m'ont dit avoir ressenti ou ressentir la même chose que moi. Et ça m'a tellement rassurée de ne pas me sentir seule, de pas me sentir folle en quelque sorte. Et si c'est trop difficile d'en parler à son entourage, eh ben, il existe justement des psychologues, des thérapeutes qui sont là, c'est leur métier, pour vous écouter sans jugement, avec bienveillance. Donc vous avez le droit de trouver une épaule, un espace sécurisant où déposer tout ce qui est trop lourd pour vous. Un cinquième point, une cinquième peur liée à la peur de grandir, c'est la peur de construire son identité. Il y a la question de trouver son identité, c'est assez central dans la guérison des troubles alimentaires. Souvent, on perd sa propre identité pour laisser place à celle de la maladie. Et la guérison, justement, en tout cas une partie de la guérison, c'est de retrouver sa propre identité. Mais tout comme grandir, c'est construire sa propre identité. Donc ça prouve à quel point un trouble alimentaire est lié à la peur de grandir. Quand on est dans l'adolescence, et même jusqu'à 20-24 ans, je trouve, on est dans une période où on cherche son identité. Souvent, on parle de l'adolescence vers 15 ans, mais personnellement, je trouve que même à 20 ans, c'est pas encore stable tout ça dans notre tête. Et c'est difficile de trouver qui on est. Et quand on vit un trouble alimentaire depuis longtemps, le trouble, il a pris toute la place. Il définit
tes habitudes, tes pensées, tes émotions, tes choix, ton corps, ils donnent une structure à ta vie en fait. Donc la guérison, ça suppose une construction identitaire. Ce processus qui fait peur parce que il te confronte à un vide. Quitter le trouble, c'est te jeter dans l'inconnu de toi-même. Et en même temps, une autre façon de le voir, ça va être de te dire, bah oui, mais en même temps, j'ai une page blanche où j'ai tout à écrire. C'est toi qui décides, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Dis-toi que t'écris au crayon de bois et que tu peux gommer pour écrire ce que tu veux quand tu veux. Et pour revenir sur le côté construire son identité en grandissant, je trouve que quand on est enfant, on porte une étiquette. L'étiquette de la petite fille gentille, le bon élève, la personne qui sourit, la petite sensible, le discret, etc. Et cette étiquette, elle peut nous enfermer, nous définir, parfois même nous rassurer en fait. Mais un jour, on sort du cadre familial, justement on grandit, on sort de la maison, on va à l'école, dans les écoles supérieures je parle, et l'étiquette qu'on a n'est pas définie partout. Donc c'est à nous de définir qui on est. Et quand le trouble alimentaire entre en jeu, il vient souvent remplir ce vide identitaire. Il te donne des repères, une trajectoire. Quand j'étais malade, je pensais que l'anorexie m'aidait à cocher les bonnes cases, à devenir cette fille qui gère, qui contrôle, qui brille, etc. Mais en réalité, c'était pas moi. J'étais en train de suivre une voie qui ne me ressemblait pas. Je pensais que l'anorexie me permettait d'avoir une identité, d'avoir un pilier dans ma vie. Mais au final, en réalité, c'est avec elle que je me suis perdue. Grandir, c'est vraiment oser déconstruire cette fausse identité. Grandir tout comme guérir. C'est déconstruire cette identité qui t'a tenu debout. Ça fait peur, mais c'est aussi le début de quelque chose. J'ai fait d'ailleurs un épisode, l'épisode 53, sur se reconnecter à la vraie vie pour guérir, qui peut te donner quelques pistes intéressantes pour t'aider à te retrouver toi-même en fait. Je sais que ça peut être frustrant parce que vous attendez peut-être dans cet épisode que je vous dise comment surmonter concrètement cette peur de grandir, comment faire, mais la réalité c'est que c'est un travail personnel qui est propre à chacun. Donc là, je vous donne plein de pistes de réflexion, peut-être des choses pour vous rassurer, des choses que moi, en tout cas, j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque. À la fin de cet épisode, je vais essayer de vous donner un peu des pistes plus concrètes, mais voilà, j'espère que ça vous frustre pas trop. Je voudrais faire un petit point aussi sur la peur de grandir et la pression sociétale, la construction de l'adulte, parce qu'elle joue un véritable rôle dans ta peur de grandir. Je vais notamment faire un focus sur la pression sociétale lorsqu'on est une femme. Désolée pour les hommes qui m'écoutent, mais comme c'est quelque chose qui me concerne et qui concerne aussi 90% de ma communauté, bah, je pense que c'est intéressant de faire ce focus. On grandit dans une société, une culture, un monde qui nous envoie des signaux sur ce qu'est un adulte réussi. Et quand on est une femme, je trouve que cette pression, elle est d'autant plus forte. Après, je ne suis pas un homme, donc je ne vis pas les choses comme un homme. Sans doute qu'il y a une pression aussi sur les hommes. Mais pour revenir aux femmes, même si les choses évoluent, beaucoup de normes restent encore très présentes. Être une femme adulte, c'est souvent être attendue sur tous les fronts. Avoir un métier stable, mais pas trop prenant, pour s'occuper des enfants si on en a. Organiser la maison, les repas, les papiers, rester féminine, fraîche, présentable. Et ça, depuis que je suis maman, c'est triste, mais je le ressens d'autant plus qu'avant. Et être une femme adulte, c'est parfois devoir sacrifier ou repousser ses désirs profonds pour cocher des cases, donc la maternité, la stabilité, le bon moment, le bon âge. Et non, je ne dis pas que c'est plus dur d'être une femme, mais franchement pas loin. Je parle simplement de mon ressenti, de ce que je vis dans mon corps, dans mon rapport au monde. Je sais que je suis pas la seule à penser ça. On parle peu de ce que ça fait d'avoir peur de devenir cette femme parfaite que la société projette sur nous, alors qu'on sait au fond de soi qu'on ne pourra jamais répondre à toutes ces attentes à la fois. Mais beaucoup de femmes essaient quand même, même moi je l'avoue parfois, quitte à s'épuiser en fait. Donc dans ce contexte, le trouble alimentaire, ça peut devenir un moyen de se retirer encore une fois de ce jeu, de ne pas entrer dans cette course, mais aussi paradoxalement, ça peut aussi, et je pense que c'est peut-être surtout ça, être un moyen d'essayer d'y entrer de force, justement en répondant à l'exigence du corps mince, de la fille parfaite, de celle qui contrôle tout, etc. Je serais curieuse un peu de savoir ce que vous en pensez sur tout ça. De toute façon, moi, de toute façon, je suis très... Enfin, je trouve ça cool quand vous me faites vos retours par rapport aux épisodes de podcast que je fais. Franchement, le format du podcast, c'est mon format préféré et j'y passe du temps, de l'énergie et tout. Et j'aime bien, du coup, discuter un peu, savoir si ça fait émerger des pistes de réflexion chez vous, si ça a résonné en vous, etc. Donc, n'hésitez pas à me le dire par mail ou par sur Instagram. Je vais finir cet épisode, mais il y a encore une bonne partie, mais sur vous donner un peu des pistes plus concrètes, même si c'est pas vraiment concret, mais ça va pas être des exercices pratiques, mais plutôt des pistes de réflexion pour vous rassurer, en fait, on va dire. Pour vous aider à faire germer des petites pistes de réflexion, pourquoi pas des prises de conscience. Euh, la première chose que je voudrais dire, c'est que tu peux grandir sans renier l'enfant qui est en toi.
C'est quelque chose d'important à garder en tête, je trouve, parce que parfois on croit que grandir, c'est abandonner l'enfant qu'on a été, mais non. Grandir, c'est pouvoir devenir l'adulte qu'on aurait eu besoin d'avoir à ses côtés. Il y a une phrase qui m'avait beaucoup aidée, que j'aime beaucoup, c'est deviens l'adulte que tu aurais eu besoin d'avoir à tes côtés enfant. On m'a envoyé un message, quand j'ai dit que je faisais cet épisode sur, la peur de grandir. On m'a présenté une autre facette de cette peur de grandir. La personne qui m'a envoyé ce message, elle me disait qu'en gros, elle avait pas peur de devenir indépendante, mais qu'elle redoutait plutôt de perdre l'étincelle de vie qu'elle associe à l'enfance. Dans son entourage, elle voit pas d'adulte vraiment épanoui. Pour elle, devenir adulte, c'est risquer de se plier à une vie routinière, sans spontanéité, sans grain de folie, où on reçoit moins de compassion. Et je trouve ça très important d'en parler parce que grandir, ça veut pas dire qu'on doit renoncer à cette part vivante et pétillante de nous. On peut être adulte et garder son âme d'enfant, continuer à rêver, continuer de réaliser ses rêves, continuer de s'émerveiller, à demander du réconfort quand on en a besoin, etc. Il y a plein d'exemples d'adultes qui ont ce grain de folie sur les réseaux, je trouve. Une deuxième chose qui est importante à garder en tête, c'est que tu n'as pas à être parfaite pour être adulte. L'adulte parfait, d'ailleurs, l'adulte que tu imagines n'existe pas. Personne ne maîtrise tout, personne n'est solide tout le temps, personne ne fait les bons choix en permanence. Grandir, c'est pas atteindre un idéal, c'est accepter justement de faire des erreurs, de devoir recommencer, etc. Et j'ai envie d'ajouter encore une fois quelque chose d'essentiel. Enfin, je l'ai déjà dit 2 fois, mais c'est que souvent, tu as peur d'être adulte, alors qu'en réalité, je suis certaine que tu es plus adulte et plus responsable qu'énormément de gens qui sont beaucoup plus âgés et qui sont moins adultes que toi, en quelque sorte. Une troisième chose à retenir, c'est que tu peux rester protégé même en grandissant. Tu crois peut-être que si tu avances, tu vas perdre la protection, la tendresse, l'attention, mais la vérité, c'est que tu peux te construire un cocon intérieur. Tu peux apprendre à te sécuriser toi-même, à demander du soutien sans te rendre dépendante, à rester proche sans t'effacer. En plus de ça, être adulte, ça ne veut pas dire que tu perds de la sécurité. Même les adultes ont du soutien autour d'eux. Et même si beaucoup perdent foi en l'humanité, moi, je vois très souvent des gestes bienveillants, de bienveillance envers les autres. J'ai un exemple très récent en tête. Quand j'ai accouché, encore une fois, mon psychisme a été plongé dans une phase d'hypervigilance où j'allais très mal. J'ai demandé de l'aide sur un groupe Facebook de Lyon et j'ai eu énormément de messages de mamans bienveillantes, des mamans qui m'envoyaient régulièrement des messages. Elles me connaissaient absolument pas, hein, mais elles me demandaient des nouvelles, elles me proposaient de passer chez moi pour m'apporter du soutien. Enfin, hyper sympa, quoi. Donc, dis-toi que c'est pas parce que tu grandis, que tu deviens adulte, que tu seras pas protégé. Au contraire, tu vas découvrir d'autres formes de liens qui sont tout aussi forts, quoi. Donc même en grandissant, même adulte, tu auras toujours du soutien autour de toi. À condition d'accepter et de demander cette aide, évidemment. De s'autoriser, en fait, à demander cette aide. Un quatrième point qui est important, c'est que tu peux choisir quel genre d'adulte tu veux être. Il n'y a pas un seul modèle d'adulte, encore une fois, t'es pas obligé de devenir une adulte froide, pressée, performante. T'es pas obligé de devenir l'adulte que sont tes parents, ça c'est important aussi à garder en tête. Et t'es pas obligé de devenir l'adulte que tes proches attendent que tu sois. Tu peux être l'adulte que tu veux. Tu peux être la personne que tu veux en fait. Tu peux être douce, créative, hypersensible. Tu peux être une adulte qui doute, qui pleure, qui aime très fort. Tu peux inventer ta propre manière d'être adulte, une manière qui te ressemble. Et c'est pas gravé dans du marbre, encore une fois. C'est pas parce que aujourd'hui tu veux être comme ça que tu seras toute ta vie comme ça. Et d'ailleurs, la vie fera que, évidemment, tu vas évoluer. Une cinquième chose qui est importante à garder en tête, c'est que grandir, tout comme guérir, ça prend du temps. Accorde-toi de la patience. C'est quelque chose d'essentiel dans la guérison. Accorde-le-toi aussi dans le processus d'accepter de grandir. T'as pas à te précipiter, t'as pas à cocher des cases, encore une fois. Tu peux prendre ton temps, faire demi-tour, recommencer. Grandir, c'est pas un sprint, c'est un chemin. Et un chemin avec des pauses, des détours, parfois de très belles surprises. C'est pas une ligne d'arrivée, c'est vraiment un chemin qui est fait de plein d'étapes. Et c'est pas une ligne tout droite, c'est pas un but ultime à atteindre, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Un sixième point, c'est que la confiance, elle vient pas avant, elle vient en faisant. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est qu'il faut pas que tu attendes d'avoir confiance en toi pour avancer. On croit qu'on doit se sentir prête pour agir, mais souvent c'est l'action qui fait naître la confiance. Donc un jour, tu feras quelque chose toute seule et tu réaliseras que tu sais faire. Un septième point, c'est que c'est en étant loin parfois de ses proches qu'on découvre ce qu'ils nous ont transmis. Parfois, on a besoin de s'éloigner de nos proches, de nos parents, pour voler de nos propres ailes, pour grandir. C'est un choix que j'ai fait en changeant de département, en partant à plusieurs kilomètres. Et c'est pas pour autant que je suis moins proche de mes parents. J'habite à Lyon, ma famille, elle est plus proche de Lille, mais je les vois encore au moins une fois tous les mois et demi, tous les 2 mois, grand max. Et je les ai très souvent au téléphone, toutes les semaines, pour sûr,
Et le fait de partir loin, de quitter aussi l'environnement où j'ai été malade, bah, ça m'a aidé à voler de mes propres ailes. Donc tu as peut-être peur de t'éloigner de ta mère, de tes parents, de ton enfance, mais parfois c'est en prenant un peu de distance qu'on découvre tout ce qu'on a reçu. T'as pas besoin de rester tout près pour garder le lien. Ça, je le dis parce que je pense que ça m'aurait fait du bien de l'entendre à l'époque. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est que t'as pas à te transformer. En acceptant de grandir, de devenir adulte, tu dois pas te transformer, abandonner des choses que tu aimais bien faire sous prétexte que c'est pas adulte pour je ne sais qui. J'ai peut-être quand même un exercice concret à vous proposer. C'est un exercice que j'avais fait à l'époque, je m'en rappelle. Vous avez peut-être déjà fait ce même principe par rapport à la maladie, mais en gros, c'est de prendre une feuille ou un carnet ou sur son tel même et de faire 2 colonnes. La première colonne, c'est les avantages à être adulte. Donc tu vas lister tout ce que tu aimes ou ce que tu pourrais aimer dans le fait d'être adulte. Moi, je me rappelle que je mettais le fait que tu choisis tes horaires. C'est pas d'autres personnes qui choisissent tes horaires. T'as ton chez toi, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux vraiment le décorer comme tu aimes. Tu peux voyager où tu veux, tu peux créer tes propres traditions, tu peux bâtir ta propre famille. Et dans la deuxième colonne, tu vas mettre tout ce qui te fait peur dans le fait d'être adulte. Donc tu listes tout ce qui te bloque, ce qui te freine, ce qui te fait paniquer. Ça peut être la peur de pas savoir gérer ton argent. Moi, c'était une peur que j'avais. La peur de faire des erreurs qui vont être irréversibles. La peur du regard des autres. Si tu fais pas comme il faut, si tu fais pas comme eux. L'idée de pas être à la hauteur, la solitude, la charge mentale, la responsabilité de tes choix, etc. La première colonne, les avantages, ça va t'aider à avancer vers à grandir, à évoluer. Et la deuxième colonne, les peurs, ça va te montrer ce qui te demande d'être exploré, de travailler en fait. Voilà, là j'ai vraiment fini. Je vous partage un petit texte que j'ai retrouvé, que j'avais écrit à l'époque, vers la fin de ma guérison, quand j'avais un peu cheminé sur tout ça, sur la peur d'être adulte. Je vous le lis. Donc, ça s'appelle Être adulte, c'est juste être humain. Être adulte, c'est accepter que tes parents peuvent mourir un jour. C'est accepter que la vie a une fin et que cette fin peut arriver n'importe quand. C'est découvrir que certaines personnes font du mal sans raison et qu'on ne peut pas toujours les arrêter. Être adulte, c'est parfois vivre des injustices, perdre quelqu'un, aimer sans être aimé, faire des erreurs, devoir les assumer. C'est se rendre compte qu'on peut blesser même sans le vouloir. C'est être traversé de nostalgie, réaliser qu'un temps est révolu, que certaines choses ne reviendront plus. Mais être adulte, c'est aussi être libre. Libre de choisir ce que tu veux vivre, où tu veux vivre, avec qui. C'est créer ta maison, ton cocon, ta manière d'exister. C'est rêver pour de vrai, et parfois voir ses rêves se réaliser. C'est savoir que tu n'as pas la vie dont tu rêvais à 10 ans, mais peut-être une vie que tu préfères aujourd'hui. C'est apprendre que le temps est précieux, que les erreurs ne sont pas des échecs mais des tremplins, que tu peux pleurer, douter, demander de l'aide, ne pas savoir et rester adulte quand même. C'est découvrir qu'un adulte, c'est un humain, et qu'à n'importe quel âge, tu peux être vulnérable, et c'est beau aussi. Être adulte, c'est clairement pas simple. Mais même s'il y a des jours de pluie, des orages, des tempêtes, les jours de soleil existent, et comme on dit, personne n'a dit que la vie serait facile, ils ont juste dit que ça en valait la peine. Voilà, j'avais envie de vous partager ce petit écrit parce que je trouve que moi vraiment c'est quelque chose qui m'a aidée dans ma peur de grandir. Je pense que j'ai beaucoup avancé sur cette peur de grandir, mais je pense que je l'ai toujours un peu, je vous en ai parlé sur cette nostalgie par rapport aux années 90, sur le fait que j'ai du mal à me dire là c'est une nouvelle étape dans ma vie parce que mes parents sont maintenant tous les deux à la retraite et je trouve que waouh, c'est vraiment une nouvelle étape justement dans ce cheminement d'être adulte. Et puis maintenant je suis maman. Et d'ailleurs, je pensais que quand on était maman, on était plus adulte. Je ne me sens pas plus différente par rapport à il y a 9 mois quand je n'étais pas encore maman. Donc bref, voilà, je voulais vous partager tout ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura aidé. J'avais vraiment envie de le faire depuis longtemps. J'ai l'impression que je n'ai pas finalement partagé vraiment des pistes concrètes. C'était plus des petites réflexions. Mais j'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!